Bonjour à tous, écoutez, bienvenue dans cette vidéo sous un nouveau format. Comme vous le voyez, on n'est pas face à l'ordinateur. Alors si vous me suivez depuis un petit bout de temps, donc vous savez que le dimanche je fais des vidéos où on va parler de prise de vue, on va parler de photographie, essentiellement de paysages, et on va être sur le terrain. Et puis donc tous les mercredis, j'avais l'habitude la saison dernière de faire des vidéos sur le développement, aussi bien dans Lightroom et puis dans Photoshop. Et puis je me suis dit qu'avec cette année et même un petit peu plus que j'ai fait sur le développement, on avait vu pas mal des outils de Lightroom et de Photoshop, et même si ces deux logiciels évoluent de manière constante, je pensais qu'il n'y avait pas assez de matériel pour refaire une nouvelle saison sur le sujet. Et comme j'ai vu que vous aviez pas mal de réactions par rapport aux vidéos où je parlais du matériel, je me suis dit que c'est probablement le bon moment pour faire des vidéos justement qui parlent de matériel. Donc j'ai pas mal de choses en tête, donc on va se retrouver tous les mercredis justement pour parler de matériel. On va parler bien sûr des appareils photo, on va parler des objectifs, on va parler de tous les accessoires qui tournent autour de l'appareil photo, mais on va aussi parler des logiciels de développement justement, on va parler aussi des ordinateurs, des écrans, on va parler aussi des imprimantes, enfin voilà, tout ce qui va autour de la photographie. Ça va nous emmener donc pendant toute cette saison de 2024-2025. Donc je vais commencer par quelque chose de tout simple, ou du moins je ne sais pas si c'est tout simple, mais quelque chose qui est forcément la base lorsqu'on veut faire de la photographie, c'est l'appareil photo. Donc en fait, il y a beaucoup de choses autour de l'appareil photo qui peuvent être dites. Donc du coup, on va passer toutes ces prochaines 4 vidéos, donc pour le mois de septembre, à parler de l'appareil photo. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser principalement à la façon dont on va enregistrer les photos. Donc on remonte quelques temps en arrière, on enregistrait les photos sur une plaque. On avait ce qu'on appelait les moyens et les grands formats, et puis on avait le fameux 36-24, appelé communément le 35 mm sur la pellicule. Donc c'est le standard qui avait été retenu pour les caméras analogiques. Quand il y a eu le début des appareils photo numériques, pour des raisons tout simplement de technologie, donc a été développé des capteurs photo qui étaient beaucoup plus petits que ce fameux format 35 mm. Et donc c'est ce qui par la suite a été appelé le APS-C. Il y a même encore des capteurs qui étaient beaucoup plus petits puisqu'ils s'appelaient les 4 tiers. Aujourd'hui, donc vous avez la possibilité d'avoir des caméras plein format. Donc je vais pas parler d'analogique, je sais qu'il y a une mode qui revient aussi sur les pellicules photo et puis sur la photographie analogique sur papier. Je vais vous donner mon point de vue. Alors tout ce que je vais dire ici, c'est forcément que mon point de vue, et je sais que ça peut être soumis à pas mal de discussions et d'objections. Mais je pense tout simplement que même si la photographie numérique, ça demande pas mal d'ordinateurs pour stocker toutes les photos et tout, et qu'au niveau environnement, tous ces serveurs, c'est pas forcément très simple. Pour avoir même lors de mon école optique fait du développement de photos, je peux vous promettre que tous les produits qu'on utilise pour faire le développement de photos, c'est des produits purement chimiques, et donc il y a quand même beaucoup de précautions à prendre pour manipuler ces produits, et puis aussi pour les emmener à la déchetterie. Donc je dirais qu'au niveau environnemental, pour moi le papier photo, ça retourne un peu en arrière. Maintenant, je comprends tout à fait le gros avantage de la pellicule photo, c'est que vous avez quelque chose que vous pouvez mettre devant vous, quelque chose qui est sur papier, et une photographie sur papier, c'est beaucoup plus parlant qu'une photographie sur un écran d'ordinateur. Donc je peux comprendre aussi cette idée-là d'aller sur la pellicule. Maintenant, je vais être clair avec vous, faire de la photographie et de la faire en numérique sans imprimer derrière, c'est aussi quelque part une gageure. Donc il y a des ans qu'il y a encore pas mal de pollution, donc c'est des choix différents. Mon choix s'est porté personnellement depuis maintenant je sais plus combien d'années sur la photographie sur support numérique, donc avec un capteur derrière. Et puis en fait c'est mon historique, mais mon historique a toujours été avec Nikon, donc tout ce que je vais dire derrière, forcément je vais m'appuyer beaucoup sur ce que j'ai, ce que je possède, c'est du Nikon. Maintenant on va arrêter tout de suite les discussions sur quelle est la marque la meilleure, parce que chaque marque a ses avantages et ses inconvénients, et je pense que ce qui est surtout important, c'est de regarder les lentilles, et puis aussi d'évoluer avec une marque, parce qu'en évoluant avec une marque, ça vous évite d'avoir à renouveler tout votre matériel. Donc quand vous faites un choix au départ, je pense que c'est super cohérent de garder ce choix-là depuis le début jusqu'à la fin. Donc j'ai commencé dès mes 18 ans avec un Nikon, et donc du coup je suis resté sur Nikon. Mais en tout cas, tout ce que je vais dire, ça va être vrai pour tous les appareils photo. Donc
On parle d'appareil photo numérique, et quand on parle d'appareil photo numérique, comme je vous disais en introduction, on va parler de capteurs et de comment on va capter la lumière. Donc en fait, il y a plusieurs formats aussi qui existent en numérique, qui reprennent finalement les photos qu'on avait, les formats que l'on avait avant en pellicule papier, donc le moyen format, le full frame, l'APS-C, et puis le 4 tiers. Alors dans l'APS-C, suivant les fabricants de caméras, par exemple, je sais que Nikon, Pentax et Fuji, je crois de mémoire, ont un format APS-C un petit peu plus grand que Canon, par exemple. Ça veut pas dire que la qualité va être meilleure, c'est juste un choix qui a été fait, et quand on regarde les dimensions de mémoire, je crois que ça varie à peine de quelques millimètres, donc il n'y a vraiment pas de différence énorme entre tous ces formats. Donc on va parler de l'APS-C de manière générale. Donc du coup, si vous êtes détenteur d'une caméra digitale, vous avez déjà fait un choix. Maintenant, si vous n'avez pas de caméra encore digitale et que vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois choisir? Eh ben, je vais vous dire, ça va vraiment dépendre du type de photo que vous allez prendre. Et donc, je vais vous expliquer en fait la grosse différence entre le full frame et puis la PSC. On va éliminer le 4 tiers qui est vraiment plus petit, mais ce que je vais vous dire entre le full frame et la PSC, bah, du coup, vous allez pouvoir en fait le répéter sur le 4 tiers. Alors, lorsqu'on regarde la différence entre un full frame et un APS-C, donc le full frame, on est sur les dimensions, bah, finalement, qui étaient les dimensions de la pellicule, donc on est en 36 par 24, et puis sur l'APS-C, donc là, on va être en 23-24 mm sur 15 mm. Donc la dimension en fait de l'APS-C, elle est beaucoup plus petite que le full frame. Et donc après, ce qui est important sur le capteur, il faut savoir que votre capteur, donc de la même manière que sur une pellicule papier, on avait une surface photosensible, et ben sur le capteur, on a ce qu'on appelle des photosites qui sont finalement ces éléments qui vont être sensibles à la lumière et qu'on appelle directement dans le commerce, quand vous regardez une photo, mégapixels. Donc du coup, vous allez dire en fait, l'important, c'est pas forcément d'avoir un grand ou un petit capteur, mais c'est d'avoir le plus de capteurs ou de mégapixels sur votre capteur plutôt. Et ben, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'en fait, il faut savoir que ces photosites ou mégapixels, plus leur taille va être grande, et plus finalement ils vont être sensibles à la lumière, et plus ils vont être sensibles au contraste, et plus ils vont avoir une plage dynamique qui va être relativement importante. Du coup, si vous prenez un full frame à 24 millions de pixels, avec un APS-C à 24 millions de pixels, je pense que 24 millions de pixels sur un APS-C, c'est à peu près le maximum qui se fait dans le commerce. Donc si on compare à toutes choses égales, et ben vous comprenez bien que comme le capteur du full frame va être beaucoup plus grand, vous allez avoir des photosites justement sur ce capteur qui vont être beaucoup plus grands et qui vont capter de manière plus importante la lumière et finalement avoir moins de bruit que vous allez avoir sur les 24 millions de pixels sur un format beaucoup plus petit de l'APS-C. Le gros avantage du plein format, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de bruit lorsque vous allez monter en sensibilité, lorsque vous allez monter en ISO. Donc du coup, si vous êtes par exemple un photographe animalier, où là vous êtes souvent en train de photographier dans des conditions de lumière qui sont basses et que vous allez vraiment monter les ISO parce que vous avez besoin de vitesse relativement rapide, et ben c'est clair que vous allez plutôt tendance à aller vers un full frame que d'aller vers un APS-C parce que vous allez gagner à ce niveau-là sur l'image. Et puis aussi, il faut savoir que plus ce photosite est grand, et ben plus finalement la plage dynamique de votre capteur va être importante, et du coup plus vous allez pouvoir gérer les contrastes entre les hautes et les basses lumières. Donc là, si on sort de l'animalier et si on pense, nous, en photographie de paysage, lorsqu'on est sur des couchers de soleil ou même parfois lorsqu'on est en forêt où vous avez des forts contrastes avec les nuages, et le fait d'avoir un capteur avec une plage dynamique beaucoup plus importante, va vous aider en fait à gérer les hausses et les basses lumières dans votre prise de vue. Alors, second avantage technique ou désavantage technique suivant sur quel appareil et quel boîtier on se trouve, c'est que il faut savoir donc que sur les boîtiers full frame, donc vous avez un capteur qui est beaucoup plus grand, donc la lentille va être beaucoup plus grande, l'objectif va être beaucoup plus grand, parce qu'en fait l'objectif qui finalement projette sur le capteur une image qui est circulaire va en garder qu'une image rectangulaire. Et donc les objectifs que vous utilisez en full frame, ils sont faits pour s'adapter au coin extérieur finalement de votre capteur full frame. Si vous êtes en APS-C et vous imaginez que vous avez la même lentille et que vous gardez un capteur beaucoup plus petit, et le capteur en fait va être complètement inclus dans ce cercle et donc va se concentrer sur une toute petite partie de l'image par rapport au full frame. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un phénomène de grossissement
quand vous affichez votre image. Et c'est ça la différence en APS-C. Vous avez un facteur de multiplication entre un full frame et un APS-C. Donc justement, je vous parlais tout à l'heure en introduction qu'il y a une légère différence entre Nikon, Pentax, Fuji et Canon. Et vous avez des facteurs finalement de multiplication qui vont entre 25 et 1. C'est-à-dire que en supposant que je puisse monter un 24 mm full frame sur un APS-C, j'aurai sur Nikon un 36 mm et j'aurai sur du Canon un 38 mm. Et donc, ça va vous faire du grossissement. Donc, si je reviens à mes exemples d'utilisation d'appareils photo, si vous êtes en full frame et que vous voulez faire de l'animalier, et ben du coup, quelque part, vous allez devoir vous approcher un peu plus près de votre sujet, de votre animal, pour le prendre en photo, que si vous êtes en APS-C, vous allez pouvoir rester un peu plus loin. Donc, si vous êtes débutant en animalier, par exemple, l'APS-C peut avoir cet avantage-là. Vous n'êtes pas forcément obligé d'investir dans des grosses focales. Vous avez déjà un grossissement qui est du fait du capteur et ça vous permet déjà de prendre contact avec les animaux sans franchir cette distance où vous allez faire fuir l'animal. Donc ça peut être un premier intérêt. Par contre, si vous êtes sur de la photographie de paysage, et ben du fait que vous avez bien compris que par exemple un 50 mm sur un full frame devient un 35 mm sur un APS-C, donc du coup le 35 mm va avoir une profondeur de champ qui est plus importante qu'un 50 mm. Vous allez avoir un meilleur bokeh sur le full frame que vous allez l'avoir sur l'APS-C. Donc bokeh c'est quoi? C'est cette profondeur de champ, ce flou que vous avez derrière votre sujet principal. Donc ça peut être un avantage dans certaines photos, comme je vous disais, fleurs, macrophotographie. Ça peut être un désavantage justement en photographie de paysage, où parfois vous avez vraiment envie d'avoir une grande profondeur de champ, et donc c'est là où on arrive à faire du focus stack, parce que on n'a pas assez de profondeur de champ, et donc vous allez être encore plus handicapé sur un full frame que vous allez avoir ce désavantage sur l'APS-C. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qu'il faut vraiment réfléchir et garder à l'esprit lorsque vous allez faire la sélection de votre boîtier. Et puis bah forcément le dernier point, lorsque vous faites la sélection du boîtier, vous allez regarder à votre budget et puis vous allez regarder aussi à l'utilisation que vous allez faire de votre appareil photo. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait plus de la randonnée, du trek et que donc vous avez un impératif de poids dans le sac à dos, et bah forcément le full frame il va être quand même beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, même si comme moi vous passez en mirrorless qui est quand même un peu plus petit que les caméras avec miroir, donc sans miroir avec miroir. Et bah du coup, vous avez quand même un poids, c'est important dans le sac à dos, rien que pour la caméra. Il faut bien penser que encore une fois, les objectifs vont être plus gros. Donc comme les objectifs vont être plus gros, et ben ils vont être plus lourds. Donc c'est un premier désavantage. Et puis ça va impacter le budget puisque un appareil plus gros avec des objectifs plus gros, et ben va forcément coûter plus cher. Donc tout ça, c'est toutes ces petites choses qu'il va falloir que vous pensiez avant d'acheter votre appareil photo. Et je pense que je vous ai donné à peu près toutes les petites astuces et toutes les différences, je dirais, entre chacun des boîtiers. Je vous remets tout ça à l'écran, les différences entre donc le plein format et puis l'APS-C pour que vous vous en serviez un peu comme guide d'évaluation si vous avez besoin. Donc si je résume tout ce que j'ai dit, la priorité qu'il faut que vous donniez lorsque vous sélectionnez votre caméra, c'est le type de photo et l'utilisation que vous allez faire, la pratique que vous allez faire de votre appareil photo. Et puis aussi, si vous sélectionnez un APS-C, regardez quels sont les objectifs qui sont disponibles. Je dirais qu'il y a quand même maintenant beaucoup plus de choix d'objectifs en full frame, donc vous ne devriez pas être limité de ce côté-là. Par contre, vous pouvez être limité un peu suivant vos caméras que vous allez sélectionner en APS-C. Et puis, bah bien sûr, on en a parlé, le budget, parce que c'est toujours quelque chose d'important. Personnellement, je dirais que si vous êtes débutant dans la photographie, je vous conseille vraiment de commencer sur un APS-C. Alors, ça veut dire que quand vous allez passer au full frame, par contre, il va falloir tout renouveler. Mais quand même, le budget est beaucoup moins important, l'investissement est beaucoup moins important. Et si vous avez quand même une incertitude à la fois sur est-ce que oui ou non j'aime la photographie, et le type de photographie que vous voulez prendre, parce que j'ai parlé de paysage et d'animalier, mais vous pouvez être photographe de rue, de portrait, de choses comme ça. Et donc, tout ce que j'ai dit reste valide, mais après vos critères de sélection vont être complètement différents. Je pense que l'APS-C
justement pour sélectionner et puis définir en fait son domaine d'intérêt dans la photographie, c'est probablement le bon démarrage. Et puis après, une fois que vous commencez à pratiquer la photographie, eh ben vous pouvez passer sur du full frame. Il faut savoir aussi que le full frame, au niveau des réglages, il va être un petit peu plus embêtant, il demande beaucoup plus de précision et beaucoup plus de connaissances qu'un APS-C pour toutes ces choses dont on a parlé, la profondeur de champ, la plage dynamique est beaucoup plus importante et compagnie. Donc ça demande quand même quelque part un petit peu plus de pratique au niveau de comment exposer son image, comment estimer sa profondeur de champ, calculer sa profondeur de champ et tout ça. Donc c'est des facteurs qui sont pas forcément évidents lorsque vous commencez la photographie. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette première vidéo donc sur la caméra. J'espère que écoutez, ce nouveau format vous plaît, qu'il vous intéresse. Donc on va continuer pendant encore 3 vidéos à développer et à parler de la caméra parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire derrière le capteur. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, si vous avez la vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et puis je vous dis à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques, cette fois-ci sur le terrain. Allez!